Il y a des moments dans la vie où une simple question est capable d'ébranler toutes les certitudes que nous croyons posséder. La mort, cette limite inévitable de l'existence, a toujours porté en elle le plus grand de ces questionnements. Que nous arrive-t-il lorsque le corps cesse de fonctionner? Pour la science moderne, la réponse est directe et froide. La conscience, dit-on, n'est que le reflet de l'activité électrique dans le cerveau, rien de plus que des réactions chimiques qui s'éteignent dans l'obscurité. Mais cette explication est-elle suffisante? L'expérience la plus énigmatique de l'être humain peut-elle être réduite à des décharges neuronales? C'est ici que commence la tension. D'un côté, la vision matérialiste qui affirme que tout ce que nous sommes se dissout à l'instant final. De l'autre, les récits de milliers de personnes qui, dans des situations extrêmes, semblent avoir traversé un seuil inconnu. Des personnes qui étaient cliniquement mortes pendant des minutes, voire des heures, et qui, à leur retour, racontent des histoires impossibles à ignorer. Des rencontres avec des lumières intenses, des sensations de paix absolue, des dialogues avec des présences mystérieuses, et même des observations d'événements survenus autour de leurs corps inertes. Comment expliquer que quelqu'un puisse décrire avec précision une scène vue dans une pièce adjacente, alors que son corps était inconscient et ses yeux fermés? Ces témoignages ne sont pas des cas isolés. Ils se répètent à différentes époques, cultures et religions. Ce sont des voix qui s'accumulent comme des échos gênants face au paradigme scientifique. La question n'est donc pas seulement ce qui se passe après la mort, mais pourquoi la science, au lieu d'enquêter à fond, préfère souvent faire taire ou ignorer ces récits. Pourquoi insister pour effacer la possibilité que la conscience soit quelque chose de plus grand que la matière? Le penseur René Guénon, dont les réflexions traversent les frontières du temps, mettait précisément en garde contre ce danger, celui d'une civilisation qui réduit tout au mesurable, au visible, au contrôlable. Selon lui, la modernité s'est déconnectée d'une dimension plus profonde de la réalité, échangeant la sagesse du sacré contre des statistiques et des graphiques. Ce faisant, nous fermons les yeux sur ce qui ne tient pas dans des éprouvettes, mais qui, paradoxalement, donne un sens à la vie elle-même. Imaginez, un instant, que la conscience ne soit pas un simple reflet du corps, mais une essence qui le transcende. Imaginez que la mort ne soit pas un point final, mais un passage. Cette idée peut sembler absurde pour certains, mais c'est exactement cette hypothèse qui revient sans cesse dans les traditions spirituelles, les expériences personnelles et les récits médicaux difficiles à réfuter. Et si, en fait, la plus grande vérité sur l'existence était précisément celle qu'on a tenté de cacher? Pas une vérité confortable, mais perturbante. Car admettre que la conscience survit, c'est admettre aussi que nos choix, nos actes, nos intentions ne disparaissent pas dans le néant. Ils traversent la frontière avec nous. L'hameçon est lancé. Peut-être que tout ce que nous croyons sur la fin n'est que le début d'une autre réalité. La science peut bien tenter d'effacer cette possibilité, mais la question demeure. Que vous arrive-t-il lorsque votre corps rend son dernier souffle? Si au premier instant nous sommes confrontés à la question troublante de la survie de la conscience, il faut maintenant faire face au problème qui sous-tend tout le débat, le regard limité de la science face à ce qui ne se laisse pas enfermer dans des formules et des expériences contrôlées. La science, telle qu'elle s'est consolidée dans le monde moderne, se fonde sur ce qui peut être mesuré, répété et prouvé dans des laboratoires. C'est cette méthode qui nous a apporté des avancées technologiques, des traitements médicaux et une compréhension de la nature. Mais quand on parle de mort et de conscience, cette même méthode se révèle insuffisante. Elle exige que l'expérience soit reproductible, mais qui peut répéter sa propre mort à des fins d'étude. Elle demande des preuves physiques, mais comment mesurer ce qui est, par essence, immatériel? Face à cette limite, l'attitude la plus courante a été le déni. Le discours dominant affirme que la conscience n'est qu'un sous-produit du cerveau, comme une ombre projetée par l'activité des neurones. Quand le corps s'éteint, l'ombre disparaît. Aussi simple que cela.
Mais cette explication génère une contradiction troublante. Si tout ce que nous sommes est confiné dans le cerveau, comment expliquer les récits d'expériences lucides, riches en détails, précisément lorsque le cerveau ne présentait plus d'activité mesurable? C'est à ce point que René Guénon devient un guide pour comprendre l'abîme qui s'est ouvert entre la science moderne et ce qu'il appelait la connaissance traditionnelle. Pour Guénon, réduire la réalité au seul aspect matériel, c'est comme regarder le reflet de la lune dans l'eau et croire que c'est la lune elle-même. C'est une illusion dangereuse, car elle nous éloigne des dimensions les plus profondes de l'être. Selon lui, l'homme moderne a perdu l'accès aux clés symboliques, spirituelles et métaphysiques que les civilisations anciennes gardaient comme des trésors. Et, sans ces clés, nous devenons aveugles à ce qui se trouve au-delà de la surface. Le problème n'est donc pas seulement l'ignorance, mais le refus. Un refus qui se traduit par des mots comme hallucination, fantaisie ou auto-illusion. Chaque fois que quelqu'un raconte avoir vu, entendu ou ressenti quelque chose pendant l'expérience de mort clinique. Mais est-il possible que des milliers de personnes, d'âges, de cultures et de croyances différents puissent toutes se tromper de la même façon? Ou existe-t-il quelque chose de plus grand qui résiste au regard étroit de la science matérialiste? Le dilemme est le suivant. Si la science insiste pour traiter la conscience comme une fonction cérébrale, elle nie automatiquement toute possibilité de vie après la mort. Mais ce faisant, elle fait taire des voix, efface des récits et marginalise des expériences humaines qui pourraient, peut-être, nous offrir l'indice le plus important sur ce que nous sommes réellement. Ainsi, le problème n'est pas seulement philosophique, mais existentiel. Si la conscience s'achève avec le corps, tout ce que nous vivons se perd dans le vide. Mais si la conscience survit, alors chaque acte, chaque choix, chaque instant de notre vie acquiert un poids éternel. Et c'est précisément à ce carrefour que nous nous trouvons. Entre accepter la version confortable de la science ou oser regarder le mystère qu'elle ne peut expliquer. Si jusqu'ici la question a été posée comme un problème, la science qui nie et la philosophie qui alerte, c'est maintenant que le récit s'approfondit dans ce qui dérange vraiment, les indices, les récits et les expériences qui défient la logique matérialiste. C'est ici que la tension se construit, couche après couche, obligeant le spectateur à se demander « Tout finit-il vraiment à l'instant de la mort ?» Les expériences de mort imminente, EMI, sont peut-être le plus grand exemple de cette confrontation. Des médecins et des chercheurs ont déjà documenté des milliers de cas dans différents pays. Des patients qui étaient cliniquement morts, sans pouls, sans respiration, sans activité cérébrale détectable, sont revenus à la vie en décrivant des scénarios surprenants. Certains parlent d'un tunnel de lumière qui semblait les conduire vers une autre dimension. D'autres relatent des rencontres avec des proches décédés, des figures lumineuses ou des présences qui transmettaient paix et connaissance. Il y a aussi ceux qui décrivent, avec des détails, ce qui se passait dans la salle d'opération pendant que leur corps restait immobile. Ces récits dérangent parce qu'ils ne peuvent pas être facilement écartés. Comment quelqu'un peut-il narrer des conversations médicales survenues alors qu'il était inconscient? Comment expliquer des descriptions d'objets qui étaient hors de portée visuelle, mais qui se sont avérées exactes par la suite? La réponse de la science est souvent d'attribuer ces expériences à des illusions causées par le manque d'oxygène dans le cerveau. Mais cette explication s'affaiblit quand on réalise que de nombreuses expériences se sont produites sans aucune activité cérébrale mesurable. Et les EMI ne sont pas le seul indice. Des traditions spirituelles du monde entier parlent, depuis des siècles, d'une essence qui survit à la mort. De l'Égypte ancienne aux traditions orientales, de la philosophie grecque aux religions abrahamiques, il y a toujours eu l'idée que la conscience n'est pas prisonnière de la chair. Ce qui change, c'est seulement la façon de le raconter. Certains parlent d'âme, d'autres d'esprit, d'autres encore d'énergie vitale. Mais tous convergent vers un point. La mort n'est pas la fin. René Guénon insistait sur le fait que ces traditions ne devraient pas être considérées comme des superstitions, mais comme des fragments d'une connaissance primordiale.
un savoir qui unissait spiritualité et métaphysique de façon indissociable. En ignorant ces sources, la modernité ne se limite pas seulement, elle se mutile, ouvrant la voie à un vide existentiel. Et c'est dans ce vide que la tension croît. Si la science ne peut pas expliquer, et si les récits persistent à s'accumuler, il ne reste qu'à admettre que quelque chose échappe au contrôle de la raison. À chaque cas documenté, à chaque témoignage répété, le mur des certitudes scientifiques montre des fissures. Et plus nous regardons ces fissures, plus nous réalisons que nous ne sommes peut-être pas face à des hallucinations collectives, mais à une vérité inconfortable, que la conscience est plus grande que le corps qui la contient. La tension atteint son apogée lorsque cette possibilité devient impossible à ignorer, car si elle est réelle, toute notre vision du monde doit être revue. Et pas seulement en termes abstraits, cela signifie que chacun de nous portera avec lui, au-delà de la mort, le poids de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Nous arrivons au point décisif du récit. Jusqu'ici, nous avons cheminé entre questions, contradictions et témoignages troublants. Maintenant, la révélation doit émerger avec clarté. Ce que la science a tenté d'effacer est justement la possibilité la plus troublante de toutes. La conscience ne s'arrête pas avec la mort. Le climax n'est pas une réponse douce, c'est une rupture, car admettre que la conscience survit, c'est accepter que la vision matérialiste est incomplète, peut-être même erronée. Cela signifie reconnaître que l'être humain n'est pas seulement un corps qui naît, respire, consomme et s'éteint, mais une réalité plus grande, invisible et durable. C'est le point où le récit franchit la barrière du peut-être et prend position. Il existe quelque chose au-delà. René Guénon disait déjà que la plus grande erreur de la pensée moderne a été de réduire l'invisible au visible, l'éternel au transitoire. Pour lui, toute connaissance spirituelle a été étouffée au nom d'une logique qui ne reconnaît que ce qui peut être pesé et mesuré. Mais la conscience, par sa nature même, échappe à toute balance ou règle. C'est comme essayer d'emprisonner la lumière dans une poignée de sable. Plus on essaie de la retenir, plus elle s'écoule. Et ce ne sont pas seulement les traditions religieuses qui soutiennent cela. L'accumulation de récits contemporains provenant d'hôpitaux, d'opérations d'urgence et d'expériences spontanées crée un corpus de preuves qui ne peut être simplement ignoré. Des médecins, habitués à la rigueur scientifique, rapportent des cas qui défient toute explication conventionnelle. Des patients décrivant des détails invisibles, des souvenirs vivaces de moments où l'activité cérébrale avait déjà cessé. Le choc ne réside pas seulement dans l'expérience elle-même, mais dans le fait que la science insiste pour les classer comme des erreurs de perception, alors que l'ampleur et la répétition suggèrent quelque chose de plus grand. La révélation se déploie donc en deux couches. La première, la conscience n'est pas le produit du cerveau, mais quelque chose qu'il utilise comme un instrument temporaire. La seconde, en niant cette possibilité, la science moderne ne ferme pas seulement les yeux sur la vérité, mais contribue au plus grand effacement de l'histoire humaine, le refus d'accepter notre propre continuité. C'est cette vérité qui dérange, car elle déplace tout. Si la conscience continue, alors la mort cesse d'être une fin absolue et devient un passage. Et s'il s'agit d'un passage, nous sommes obligés de revoir le sens de la vie. Nos choix, nos intentions, nos actions ne s'effacent pas dans le néant. Ils nous accompagnent. La révélation n'apporte pas seulement l'espoir, mais aussi la responsabilité. Il n'y a pas de fuite facile face à cette perspective. Le point culminant du récit n'est donc pas seulement la confirmation qu'il y a quelque chose au-delà, mais le constat qu'on a essayé de nous le cacher. Et pas parce que c'était sans importance, mais précisément parce que c'est transformateur. Admettre que la conscience survit signifie reconnaître que l'existence ne se limite pas à la matière, et cela, pour le monde moderne, est un séisme. Nous arrivons au dernier acte de ce voyage, et c'est peut-être ici que le récit devient le plus troublant. Après avoir parcouru questions, récits et révélations, il nous reste à faire face à la conséquence inévitable. Si la conscience survit, alors la mort n'est pas une fin,
mais une transition. Et toute transition porte en elle responsabilité, poids et signification. La science moderne peut continuer à nier, elle peut insister qu'il n'y a rien au-delà de l'effondrement du corps, que tout ce que nous sommes est enfermé dans une poignée d'impulsions électriques. Mais cette négation n'efface pas les expériences vécues par tant de personnes, ni ne fait taire la voix des traditions millénaires qui ont toujours affirmé le contraire. Peut-être, au fond, que le malaise de la science n'est pas seulement le manque de preuves, mais l'impact d'accepter ce que ces preuves suggèrent. Car si la conscience ne meurt pas, nous devons revoir notre façon de vivre. C'est le point le plus troublant. L'immortalité de la conscience ne signifie pas seulement un confort spirituel, mais aussi une responsabilité éthique. Chaque choix, chaque intention, chaque geste ne disparaît pas dans le vide. Ils restent avec nous, traversent la frontière invisible et continuent. Si la mort est un passage, alors il n'y a pas d'échappatoire à nous-mêmes. Il n'existe pas d'oubli facile, pas de fin qui nous libère du poids de qui nous avons été. Et c'est ici que René Guénon revient comme un écho final. Pour lui, la modernité a commis l'erreur fatale de réduire l'homme à ce qui est visible, d'amputer sa dimension spirituelle. En niant l'éternité de la conscience, le monde moderne s'est plongé dans une sorte de cécité volontaire, croyant qu'il pourrait vivre sans conséquence au-delà de l'instant. Mais, comme toute cécité, cette illusion a son prix. Elle génère désespoir, vide existentiel et refus d'affronter la mort en face. Maintenant, imaginez un instant que Guénon ait raison. Imaginez que tous les récits de mort imminente, toutes les traditions ancestrales, toutes les intuitions profondes de l'humanité soient les signes d'une même vérité, que la conscience ne s'éteint pas. S'il en est ainsi, alors la question qui reste n'est pas « que se passe-t-il après la mort ?», mais « comment vivez-vous maintenant ?» Parce que si la conscience traverse, si elle continue, ce que vous emportez n'est pas vos biens, votre position sociale ou vos titres. Ce que vous emportez, c'est ce que vous avez construit en vous. Cette pensée est à la fois libératrice et effrayante. Libératrice, parce qu'elle nous montre que nous ne sommes pas prisonniers du corps. Effrayante, parce qu'elle nous oblige à admettre que tout a des conséquences. Et c'est précisément pour cela que cette vérité a été effacée, parce qu'elle transforme, parce qu'elle ne permet pas de vivre comme si rien n'importait. La fin, il n'y a pas de réponse définitive, pas de formule mathématique qui résout le mystère. Il n'y a que la provocation. Et si la conscience ne mourait vraiment pas? Et si, en fermant les yeux pour la dernière fois, nous ne faisions que les ouvrir à une autre réalité? La réflexion reste dans l'air, comme un murmure qui refuse de se taire. Que ferez-vous de votre vie, sachant qu'elle pourrait n'être que le commencement?